Merci de l'invitation. Je voudrais profiter de ce micro pour préciser que tout homme présent dans la salle peut prendre l'ascenseur avec moi sans aucun danger. Les femmes également. Les transgenres. Pardon. Alors, pourquoi parler de l'expérience du Québec? Eh bien, il y a plusieurs ressemblances avec la France et quelques différences, bien sûr. On va s'habituer avec les diapos. L'école publique obligatoire, des services de santé gratuits, des événements récents de dénonciation d'agressions sexuelles par des gens bien connus, et une discussion publique sur la diversité sexuelle, mais aussi qu'est-ce que l'amour romantique, l'amour non romantique, etc. Et pourquoi je suis ici, je crois aussi que c'est mon expérience de 20 ans de prévention. Alors j'ai choisi, même si je suis psychologue, non pas l'intervention curative, mais la prévention et la promotion. Je suis membre d'un centre de recherche aussi qui s'intéresse aux agressions sexuelles et aux difficultés conjugales, le CRIPCAS. Alors, le contenu de mon exposé, 4 tâches pour la prévention, les facteurs facilitants de l'action, l'apport de divers partenaires, un exemple québécois de mobilisation des connaissances suite à une recherche effectuée par mon groupe, les tendances, ça va se marier avec l'exemple, et la synthèse. Alors, 4 tâches pour la prévention. Nommer, quantifier, contextualiser et comprendre et agir. Dans une société, il est important de dire quel geste est violent, quel geste est inacceptable, quel geste est criminel. Cela fait partie de nommer le problème. Avant 1983, c'est toujours intéressant d'avoir une perspective historique sur ces conceptions, et les cheveux nous dressent sur la tête, mais l'agression sexuelle était perçue au Québec ou au Canada comme une atteinte à la propriété de l'homme ou aux bonnes mœurs. Depuis 1983, la définition a évolué. C'est une atteinte contre la personne. Un enjeu majeur des revendications féministes a fait en sorte que dans la loi canadienne qui influence la pratique au Québec, le consentement est défini dans la loi comme aidant à définir ce en quoi consiste l'agression sexuelle. On parle d'absence de consentement. C'est une partie très importante du débat social et des outils dont on bénéficie. Le harcèlement sexuel a été ajouté à la loi, ainsi que le harcèlement criminel, que vous appelez peut-être le stalking. On ne sait pas. Non, pas encore. Alors, un nouveau mot anglais pour vous. Parce que le harcèlement criminel n'est pas toujours clair. C'est la poursuite d'un ex-conjoint, par exemple. Alors, le harcèlement criminel. Le vocable courant, on parle de violence à caractère sexuel, mais on parle aussi de violence sexuelle. Alors, non seulement la société a intérêt à nommer ce qu'est la violence, mais les institutions comme une école doivent la nommer au sein de ses politiques, et les individus doivent aussi apprendre à les nommer, et c'est ce qui est souvent fait dans le cadre des programmes de prévention, d'apprendre les bons mots pour l'exprimer. Une autre tâche est de quantifier. Au Québec, on bénéficie de plusieurs types d'enquêtes. Le gouvernement nous appuie en ce sens. Alors, il y a les données annuelles de la sécurité publique sur les agressions sexuelles, les déclarations de la police qui sont mises à jour annuellement, mais très bien réalisées avec des comparaisons par genre, sexe, plutôt, et par âge, et toujours est mise à jour l'analyse des tendances sur 10 ans, ce qui est fort intéressant. Il y a des enquêtes gouvernementales transversales selon un cycle de 5 ans.
dans laquelle on a inséré des questions sur l'agression sexuelle et même la violence dans les relations amoureuses des jeunes. Il y a plusieurs autres thèmes, dont ce qu'ils mangent au petit déjeuner également. Ce sont des études de santé publique. Une enquête longitudinale gouvernementale qui est intéressante à partir de la naissance. Alors, une cohorte canadienne et à laquelle a été ajoutée une cohorte québécoise. Alors, au prochain questionnement, ces jeunes suivis dès la naissance auront 19 ans. La violence et l'agression sexuelle sont abordées dans ces enquêtes. En plus, les chercheurs effectuent des enquêtes. Mon équipe a effectué une enquête auprès de 8000 adolescents de 14 à 18 ans et qui portait en majorité sur les relations amoureuses des jeunes, mais d'autres types de violences, dont l'intimidation, enfin, une enquête assez touffue. Alors, les avantages de telles mesures faites par le gouvernement, de telles enquêtes, bien honnêtement, je partagerai avec vous cette idée suivante, c'est que ça diminue les débats, les nombreux débats et les chicanes sur les pourcentages. Quel sexe est le plus victime? Quel sexe est le plus agresseur? Dans quelle région? Bon, on sait que sous-jacent à ces débats, souvent, ce sont des prises de décision pour l'attribution de budget, etc. Mais enfin, quand le gouvernement choisit certains types de mesures avec consensus ou discussion sociale préalable, les données disponibles ont un certain poids dans la discussion sociale et à la fin, on peut mettre plus d'énergie sur l'action. C'est ce que je trouve intéressant. Une autre tâche, la contextualisation. Il y a sûrement plusieurs façons d'aborder la contextualisation de la violence. On pourrait parler de nécessaires recherches qualitatives, de théories, etc. J'ai choisi de rappeler les valeurs nommées par les politiques publiques du Québec. Alors, l'agression sexuelle est perçue dans ces déclarations-là comme un problème social inacceptable. On doit la dénoncer, la réprouver. Chaque mot est très important dans un énoncé de politique. L'agression sexuelle est décrite comme un acte de pouvoir et de domination. C'est un crime grave qui doit être sanctionné par le système judiciaire. Ce qui est intéressant ici, j'attire votre attention sur le fait que l'élimination des agressions sexuelles repose sur des rapports d'égalité entre les sexes. C'est vraiment fédérateur des interventions réalisées au Québec et depuis les années 2000, avant ces affirmations-là, c'est répété, c'est vraiment le nerf de la guerre. Les rapports d'égalité entre les sexes. Et sur la responsabilisation collective, individuelle, l'adoption de comportements responsables et respectueux des personnes entre elles et des adultes envers les enfants. Alors, l'agir, maintenant, la quatrième tâche. Alors, les orientations gouvernementales, encore, j'attire votre attention sur le fait que dans le rapport gouvernemental qui définit ce qu'on devrait faire comme action, 3 des 4 axes portent sur la prévention. Vous voyez que la 4e est l'intervention. Donc, c'est sûr que c'est au plan judiciaire, médical, travail social, etc. Mais vous voyez l'importance accordée à la prévention. Alors, on parle de la promotion, de la prévention et du dépistage. Disons que peut-être que je vais rapidement, mais dans notre esprit, ça prend place avec la prévention, mais évidemment, c'est à la marge du traitement aussi. Alors, une autre thématique de ce matin, les facteurs facilitants. Bien sûr, c'est basé là toujours sur l'expérience du Québec, mais finalement, on voit, j'ai choisi de mettre en premier la mobilisation citoyenne. Et vous en faites partie vous-même, donc je vous lève mon chapeau. C'est très important. Votre présence ici et l'association SVS est
les autres mobilisations citoyennes sont très importantes. Au Québec, sans celle-ci, il n'y aurait pas eu de ces belles politiques, mais en particulier, il n'y aurait pas eu de cours d'éducation à la sexualité. Et on en avait eu l'idée, mais il avait disparu. Et c'est seulement par la mobilisation citoyenne qu'est revenue l'éducation sexuelle au sein des écoles récemment. La situation des femmes autochtones aussi, c'est seulement la mobilisation citoyenne qui fait en sorte que les gouvernements canadiens ou québécois s'en soucient, et c'est quand même assez récent. Un intérêt porté au transgenre. Je ne sais pas si ici c'est un débat très actuel, mais chez nous, ça prend une grande importance d'assumer dans nos politiques et nos interventions un accueil à la diversité sexuelle, et les personnes transgenres ont vraiment sensibilisé la population dans ces dernières années, dont un député transgenre qui affirme son orientation publiquement. D'autres facteurs facilitants, la consultation. Le gouvernement, avant d'écrire ses fameuses politiques ou orientations, fait des commissions dans toutes les régions et accueille vraiment le point de vue du public. Et il y a même un dialogue entre les fonctionnaires et les militants et les universitaires. Depuis, lorsqu'on travaille longtemps, pendant des années, sur une thématique, on finit par faire certaines alliances que les ministres ne connaissent pas toujours, mais on alimente donc mutuellement le point de vue de chacun. Je pense que c'est important de travailler avec les fonctionnaires de l'État qui ont la mission d'élaborer ces politiques, parce que souvent, ils ont moins de ressources qu'on pense à leur disposition pour rédiger, pour documenter. Une grande capacité d'innovation et de collaboration des organismes communautaires. Ce n'est pas à négliger, ce sont nos innovateurs. Ce n'est pas le système de santé actuel qui est source d'innovation. Ils offrent des services de qualité, mais ont fort peu de temps ou d'espace pour l'innovation ou dépister des problèmes nouveaux. Il y a une valorisation de l'évaluation des activités. Ça serait une caractéristique au Québec que je pense qui est moins présente en Europe en général. La recherche, maintenant. Alors, avec les activités d'évaluation viennent la valorisation de la recherche. Il y a un contexte particulier dans la recherche au Canada, c'est qu'on exige depuis peu de la part des chercheurs de jouer un nouveau rôle, qui est la mobilisation des connaissances ou encore le transfert, et c'est très important. C'est récent, je vais vous dire que ça a commencé dans le domaine de la santé, et je crois que c'est pour répondre à des exigences politiques en premier lieu, mais de plus en plus, les chercheurs, nos demandes de subventions sont jugées par ce critère-là. Donc, en plus d'avoir une méthode très solide, il faut faire la démonstration de comment nous allons retourner nos résultats à la population ou comment nos résultats vont aider à la prise de décision. Et ce processus de mobilisation doit inclure la mobilisation des citoyens dès le départ dans l'articulation de la recherche. Donc, une équipe de recherche doit s'allier à des gens, des témoins, des victimes, des intervenants dès le démarrage de la recherche. Ça fait partie des critères d'élimination ou de subvention. Ensuite, au fil du déroulement ou à la fin de la recherche, il faut retourner nos réflexions. On verra, là, c'est pour ça que je vais vous illustrer tout à l'heure un exemple de mobilisation. Il y a une grande ouverture à la recherche aussi. Je suis toujours surprise parce que moi, j'étudie des thèmes un peu bizarres comme les danses érotiques chez les adolescents ou le sexting. Enfin, on dirait toujours que je tombe sur des thèmes un peu costauds. Et les écoles
me souhaitent toujours la bienvenue. Bienvenue à votre recherche. Je n'ai jamais eu de réticence. Alors, on finit par publier des choses au Québec qu'on ne lit jamais aux États-Unis, par exemple. Alors, nous demander l'agression sexuelle, c'est comme, ça va de soi. C'est sûr que les difficultés dépendent, selon c'est l'anonymat. Hein? Sinon, si on peut dépister qui rapporte et que c'est un enfant d'âge mineur, alors là, ça déclenche une certaine sensibilité dans nos comités de déontologie. On ne peut quand même pas faire n'importe quoi. Mais à l'école, il y a une ouverture à traiter de bien des sujets avec les enfants et les adolescents. Alors, la recherche, finalement, au Québec permet aussi non seulement de quantifier les recherches épidémiologiques, comme je vous disais, mais aussi, je ne l'illustre pas ici, mais il y a des recherches qui portent sur la revictimisation, sur les facteurs protecteurs, etc. Un autre thème, l'apport des différents partenaires québécois. Alors, j'ai choisi de mettre en valeur certains. Alors, il y a des absents, c'est sûr. Et j'ai choisi d'ajouter à cette liste-là un groupe sur les hommes. Mais le premier est un regroupement féministe, le regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Alors, il existe depuis longtemps dans plusieurs régions. Il a longtemps été à couteau tiré avec les chercheurs comme moi, mais on dirait qu'il y a eu un certain apprivoisement. C'est ce que je vous souhaite, parce que il faut être vraiment de toute école de pensée, de toute école politique pour faire avancer les choses pour la prévention de l'agression sexuelle. Je mets en valeur certaines de leurs réalisations qui peuvent vous intéresser. Ils ont fait une campagne sur le dévoilement, comme aux États-Unis ou au Canada anglais, après le dévoilement de certaines vedettes sur leur vécu d'agression sexuelle. Sur les médias sociaux sont sorties bien des dénonciations, dont certaines dénonciations par nos propres députés. Et alors, il y a eu un mouvement social et un peu comme en France lors des témoignages publics sur l'avortement. Hein? Il s'est passé la même chose sur les agressions sexuelles au Québec. Donc, elles ont mis les médias sociaux... ils ont impliqué les médias sociaux là-dedans. La communauté de pratique est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est une communauté virtuelle, une plateforme virtuelle de discussion et de web diffusion au sein d'un comité restreint choisi quand même, il faut s'inscrire. Et le projet inclut 3 provinces et le but est de contribuer à prévenir l'essoufflement des intervenants. Parce que c'est beau de travailler dans cette thématique-là, mais il y a un essoufflement, il y a une fatigue qui s'installe. Et une communauté de pratique vise à mettre des gens ensemble pour définir qu'est-ce que c'est leur pratique et la raffiner et pouvoir ensuite mieux transmettre leurs acquis. Un autre partenaire, les hommes. Alors, je leur laisse une grosse place en comparaison de ce qu'ils font en réalité. Alors, il y a une volonté chez les intervenants. Les groupes sont constitués de groupes d'aide aux hommes exerçant de la violence. Ici, je vous parle toujours en termes de prévention. Il y a d'autres types d'appui et d'aide aux hommes violents du côté thérapeutique, mais là, je parle en termes de prévention. Alors, il y a un intérêt à revendiquer des ressources pour les hommes victimes d'agressions sexuelles qui est porté par ces groupes-là.
Il y a aussi quelques recherches à l'interne chez les hommes violents au sein de leur couple qui sont prêts ou intéressés à parler d'agression sexuelle alors que les intervenants ont beaucoup de réticence. Alors, c'est en mouvement. C'est en mouvement. Il y a quand même des groupes d'hommes qui ont fait des vidéos fort intéressantes qui ont dénoncé la violence sexuelle dans les médias. Autre groupe communautaire qui travaille dans les écoles, le regroupement Espace, on va changer, le regroupement Espace, qui travaille dans les écoles primaires auprès des 3 à 12 ans. Et je crois vous avez pris certaines de leurs outils, certains de leurs outils de travail dans les projets français. Un autre organisme communautaire qui joue un rôle, mais vous savez qu'au Canada, on est en train de mieux comprendre ou d'analyser les effets de la colonisation sur la détresse chez les Autochtones. On va passer à l'autre diapo. Alors, il y a des groupes autochtones qui réalisent leur propre programme de prévention. Et ce qui est intéressant, c'est de lire leurs interprétations sur les impacts de la colonisation sur la sexualité, mais quand on comprend l'impact du cumul des victimisations intergénérationnelles, eh bien, on voit bien que le rôle parental est difficile à jouer par eux, qui ont été coupés de leur famille et mis en pensionnat, en institution, dès leur enfance. On leur a enlevé leur langue, etc. Donc, le lien filial est difficile à rétablir, d'où la présence d'agression. Alors, on va parler du ministère. Le ministère de l'Éducation. Alors, je suis heureuse de le citer. C'est M. François Blais, mais j'espère qu'il sera assez longtemps à ce poste pour défendre ses propos. Alors, si je les lis avec vous, la connaissance des choses du sexe est trop importante pour être facultative aux yeux du ministère de l'Éducation. Au même titre que le français et les mathématiques, l'éducation sexuelle sera donc obligatoire pour tous, de la maternelle à la 5e secondaire, qui fait environ 16 ans, dans les écoles du Québec, sans égard aux convictions religieuses et valeurs des parents issus de différentes communautés. Comme je vous le dis, on se souhaite qu'il ait longue vie à son poste. C'était en 2015. Il est encore là. Alors, quand même, ce ministère a son importance parce que quand on s'intéresse à la prévention, n'est-ce pas, c'est vraiment un milieu très important pour nous. Alors, il y a eu, comme je vous le signalais, un retour de l'éducation sexuelle. Et ce retour-là prévoit des activités de la maternelle à la fin du secondaire. Et actuellement, en période de test, la force du programme planifié est l'adaptation à différents âges, comme vous prévoyez le faire en France, mais une limite, un problème, c'est qu'il est très contesté par les enseignants qui trouvent que c'est un ajout à leur charge, qui préféraient que ce soit des sexologues, etc., et qu'il n'y a pas de ressources. La prochaine. OK, la prochaine. J'en ai plus que je pense. Le contenu de l'éducation sexuelle est divisé en thèmes qui vont comme suit pour le primaire. Je vous les laisse regarder. Alors, c'est l'éducation sexuelle, donc ce n'est pas une centration sur l'agression. Mais alors, on parle de croissance sexuelle, d'identité, de rôle, stéréotypes, vie affective et amoureuse, agression sexuelle, grossesse et naissance, globalité de sexualité. Le primaire, ça se termine vers 12 ans. Au secondaire, de 13 à 18, 17, s'ajoutent les thèmes de l'agir sexuel, de la violence et des infections transmises sexuellement et par le sang. Alors, j'ai extrait un peu ce qui a trait à la violence sexuelle pour les 13-14 ans et les 14-15 ans. Ce sont les jeunes avec qui j'ai travaillé pour développer les programmes de prévention.
Donc, j'avais un intérêt particulier à ces questions-là. Alors, on va aborder les mythes et les préjugés, des barrières à la recherche d'aide, le consentement, le fameux consentement, les pressions sexuelles. À 13-14 ans, la notion de consentement est très compliquée. Même un texte de loi est rarement lu là, à cet âge-là, et est un peu complexe, surtout le rôle de la consommation d'alcool. Parce que souvent, les jeunes vont comprendre que si par exemple, une fille sous influence d'alcool n'est pas responsable, ne peut donner son consentement, alors le jeune est très rapide à dire « Alors, moi aussi, j'avais bu, j'étais l'agresseur, donc je ne pouvais donner mon consentement. » Alors là, une espèce de jeu d'esprit là, qu'il faut faire avec les jeunes qui sont en position de victime ou d'agresseur. Il y a une petite différence. Et les pressions sexuelles sont abordées à ces âges-là. À 14-15 ans, alors le rôle actif que chacun peut jouer pour prévenir ou dénoncer une situation d'agression sexuelle. Alors c'est le rôle des témoins et des confidents qu'il est important. Chacun d'entre nous, on a été témoin ou confident. Alors nous sommes très nombreux, alors que les victimes et les agresseurs sont moins nombreux. Et c'est bien connu que notre rôle de témoin ou de confident est essentiel. Alors, on essaie de le faire jouer dès 14-15 ans. Comprendre le vécu des personnes afin de réagir de façon appropriée. Alors, leur donner comme des réflexes d'intervention. Parce que le réflexe normal de l'humain est d'ignorer et de passer son chemin. Les attitudes aidantes et les ressources. Les jeunes doivent croire à la disponibilité des ressources et ils sont beaucoup à la recherche de traitements anonymes d'une plainte ou d'une révélation. Le monde des sports et des loisirs, j'irai brièvement là-dessus. Il y a eu plusieurs rapports d'agression sexuelle par des entraîneurs sportifs. Je pourrais ajouter une fiche sur la religion, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports d'abus aussi. Mais il y a eu des pistes de solutions de proposer, un travail fait sur les médias. Vous avez les ressources et le gouvernement a proposé des guides d'implantation, de mise en œuvre que chaque association sportive doit maintenant utiliser. Alors, une autre thématique, l'exemple québécois de mobilisation de connaissances. Alors ça, c'est la recherche faite par mon équipe auprès de 8000 jeunes. C'est un des résultats parmi bien d'autres. C'était sur la victimisation dans le cadre des relations amoureuses. Donc, 8000 jeunes ont été interviewés, mais bien sûr, ce ne sont pas les 8000 qui sont en relation de couple lors de la dernière année. Mais parmi ceux-ci, on retrace ces types de violences. Alors, on voit que la violence sexuelle est davantage vécue par des jeunes filles. L'âge était de 14 à 18 ans, comme je vous disais. Mais ce n'est pas là mon propos. Alors, la suivante. Alors, la recherche est effectuée en collaboration avec Martine Hébert, chercheur principal, et Martin Blais, sociologue, et moi. Alors ça, c'est l'intérieur d'un cerveau de chercheur et de chercheurs. Mais une image sexuée, je m'excuse. Vous me direz que j'ai une tendance sur la recherche quantitative, mais si on remplace par, je ne sais pas moi, des clés USB, là, on pourra avoir les recherches qualitatives incluses dans le cerveau. Alors, ce sont les nombreux documents qu'une recherche vous fournit. Maintenant, votre mission, quel retour je fais à mon public, qui sont les politiciens, les preneurs de décision, les intervenants et les jeunes. Alors, souvent, on reste figé à cette étape, je l'avoue, et on écrivait seulement des articles scientifiques. Alors, la prochaine. Alors, bien sûr, on a écrit des textes habituels, très
thèse pour nos intervenants. Vous pourrez les consulter là, sur les sites Internet. Mais la mission que je me suis donnée avec Michel Poitras, une collaboratrice, personnellement, c'est de parler aux jeunes. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Alors, les outils principaux les objectifs principaux à détruire des mythes fréquemment véhiculés et de promouvoir les aspects positifs de la relation amoureuse. C'est beaucoup demandé par les intervenants scolaires. Ne parlez pas seulement de la violence, parlez de la beauté de la vie et de l'amour et pourquoi pas. L'objectif secondaire, sensibiliser à la recherche en les référant à des données de l'enquête page. Alors, le premier outil a servi à réfléchir à des données qualitatives. Alors ici, vous avez un Wordle, le dessin ce qui est la partie colorée de la diapo, c'est un Wordle. Alors ça, c'est une synthèse imagée qui donne les proportions relatives, l'importance relative des thèmes mentionnés. 8000 jeunes devaient donner 3 mots qui décrivaient une belle relation amoureuse. Et au lieu de faire des pourcentages ou des diagrammes, c'est une façon de l'illustrer. Alors, on voit que le mot sexualité a été mentionné par moins de ces jeunes-là que le mot bonheur, etc. On peut faire des comparaisons de genre, etc. On a besoin d'un Wordle. C'est un petit logiciel gratuit. Alors, je conclurai que la prévention, c'est passionnant. C'est un champ de pratique qui suscite l'intérêt, mais qui doit être constamment ressemé. On doit constamment, chaque cohorte d'étudiants a le droit d'entendre parler de la thématique de prévention. Ça, c'est un peu plus difficile à faire comprendre. Alors, en synthèse, je vous rappelle qu'il y avait 4 tâches imbriquées et nécessaires pour faire de la prévention. La collaboration chercheurs, militants et milieux gouvernementaux permet une cohésion dans la définition du problème et dans son analyse et facilite la prévention. Alors, il y a des points de vue particuliers qui sont représentés par des organismes communautaires, trouvent davantage leur place depuis peu au Québec et vraiment, on a besoin d'amélioration à ce niveau, en particulier les Autochtones. Je me demandais quels pouvaient être vos défis. Je me disais possiblement la situation des réfugiés ou des Roms. Il y a toujours des populations dont on s'est peu soucié pour toutes sortes de raisons, mais qui ont un vécu d'agression sexuelle et qu'il faudrait donc ajouter à notre travail. Les écoles et le ministère de l'Éducation ont un rôle primordial en prévention. Et la recherche, je conclus là-dessus, c'est qu'elle doit être perçue comme un outil de changement social. Alors, vous pouvez consulter mes travaux à l'adresse suivante. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Lavoie. Nous allons donc maintenant accueillir Salomine Messiot, qui nous vient du Cameroun. Vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous. Alors là aussi, Salomine a eu la gentillesse de nous rejoindre. Elle est journaliste, responsable de la plateforme SVS du Cameroun et a pris à ses propres frais également son billet d'avion. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup avec nos faibles moyens et c'est l'engagement. Alors, Salomine va nous présenter un film et elle interviendra ensuite. Je dois vous prévenir que certaines images sont à nouveau parfois interpellantes. Ce que je n'ai pas dit dans le documentaire, c'est que le père de Kevin, il a fallu qu'on lui force la main pour qu'il accepte les réparations. Parce qu'il était celui qui a violé lui-même son fils d'abord. Il a fallu qu'à l'école, on l'oblige à accepter la réparation pour Kevin. Sinon, on le mettait dehors. Ce que je n'ai pas dit dans le documentaire, c'est que les réparations, qu'elles soient les réparations psychologiques au Cameroun,
la plupart des personnes violées, j'ai rencontré 2 dames qui ont connu l'inceste et le viol et qui se sont fait réparer au village, comme on dit, parce qu'il y a des cérémonies traditionnelles chez nous qu'on appelle les cas, c'est comme ça s'appelle dans notre pays, et en fonction des langues, bien sûr, parce que je suis Christelle, on les appellerait autrement, et on organise donc des cérémonies traditionnelles très lourdes qui permettent, dit-on, à la personne de retrouver une vie sociale normale. Et parce qu'on a honte des voisins, on préfère aller au village pour se faire réparer psychologiquement. Ce que je n'ai pas non plus dit dans le documentaire, c'est que le centre du docteur Kaya sera le premier centre de réparation au Cameroun. Il n'y en a pas. L'État, je pense, n'a pas encore le temps de penser à soigner les victimes d'agressions sexuelles, s'occupant du choléra, sida et autres qui lui semblent être plus importants, alors qu'il y a des personnes, des ménages, des enfants qui vont dans la rue parce qu'ils sont agressés sexuellement dans leur famille. Et ce que je n'ai pas non plus dit dans ce documentaire, c'est que la loi du silence est toujours la plus forte. Il est très difficile de dire j'ai été violée, il est très difficile d'accepter. Le père d'Aurore, Aurore est décédée, je suis allée les rencontrer parce que je voulais avoir un témoignage d'elle. Elle était très fatiguée, elle était anémiée. Sa tante qui l'accompagnait, pas sa mère, parce que sa mère était complice à la maison, ne disait rien, a exigé de l'argent que je n'avais pas à lui donner. Aurore est décédée quand on essayait de faire des réparations physiques. Et son père vit tranquillement à la maison avec son épouse. Personne n'est inquiété. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Salomine, de ce témoignage qui est extrêmement fort. Voilà, il nous reste une vingtaine de minutes pour entamer et échanger en termes de questions et réponses avec les différents orateurs qui sont à cette tribune. Est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir par ici? Vous vous présentez si vous voulez bien, puis mettez-vous debout et on vous écoute. Marie Spinaz, psychologue et psychothérapeute et coordinatrice de la plateforme de Lille. J'avais une question pour le professeur Jean-Louis Thomas. Bon, j'imagine, ça paraît assez évident que sur la question des conséquences psychologiques et psychiatriques des antécédents de violences sexuelles, il y a une amélioration avec la psychothérapie, avec les parcours de réparation, l'art-thérapie, enfin toutes les choses qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on voit une amélioration des conséquences somatiques, notamment la question des douleurs chroniques, des affections, des allergies, toutes ces choses-là? Je ne suis pas professeur, je ne suis que docteur, je rétablis. Il n'y a pas beaucoup d'études sur ce qui se passe quand on traite, mais ce qu'on sait quand même, en général, de la pratique médicale, c'est que tout ce qui n'est pas organique peut être soigné. Je vais prendre un exemple. Vous avez un stress post-traumatique. Ça va d'abord vous donner des douleurs gastriques, des douleurs, le poing sur le ventre, des douleurs gastriques. Si ce stress post-traumatique est important ou si le traumatisme perdure, vous pouvez faire une gastrite, puis un ulcère, puis l'ulcère peut se cancériser. Donc, quand la réparation est prise tôt, au moment où il n'y a que douleur, au moment où il n'y a pas de lésion, tout est réversible. Une fois que les lésions sont là, évidemment, c'est beaucoup moins réversible. Je vais merci. Préciser quand même que sur certaines pathologies, on a, à la suite d'un parcours thérapeutique bien conduit, un arrêt de la pathologie. Par exemple, certaines maladies de Crohn, certaines rectocolites hémorragiques, certaines scléroses en plaques, en particulier les pathologies auto-immunes, où on voit que, tout simplement, même ma spécialité, les maladies thyroïdiennes auto-immunes, quand on n'a pas de destruction de l'organe, parce que c'est ça le point fondamental, sur une thyroïdite de Hashimoto par exemple, si la thyroïdite n'a pas, les auto-anticorps n'ont pas détruit complètement le parenchyme thyroïdien, eh bien on va arriver à soit diminuer les doses de traitement, soit avoir d'authentiques régressions. Moi je constate ça de façon assez fréquente sur les beaux parcours de soins.
On peut aussi avoir, dans les allergies, par exemple dans la crise d'asthme, on peut avoir une fréquence diminuée des crises d'asthme. Le patient a toujours un terrain allergique, il peut en refaire à l'occasion d'un autre stress, mais on a une diminution des crises d'asthme, on a une diminution des poussées d'eczéma, etc. Oui, c'est possible. Bonjour, Yann de Charente-May, consultant. Oui, j'étais assez interpellé par les différences hommes-femmes là dans l'étude du docteur Lévy et du docteur Thomas, en particulier sur cette tétrade qui mentionne l'absence de désir d'enfant, et puis aussi sur le fait que j'ai remarqué que sur l'étude du docteur Thomas, il y avait 60% des hommes, même si l'échantillon est faible, qui sont célibataires, ce qui n'est pas le cas des femmes. Comment vous expliquez cette différence? Est-ce que c'est une peur de la part des hommes d'être eux-mêmes auteurs ultérieurement, ou est-ce que c'est autre chose? Moi, je ne mettrais pas ça sur le compte de l'auteur, mais les hommes comme les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ont leur sexualité et leur sexualité très souvent perturbée, l'image, l'engagement, la peur d'avoir un enfant, pas forcément pour être auteur sur l'enfant, mais aussi que l'enfant vive ce que soi-même on a vécu. Donc il y a énormément, on parle toujours beaucoup trop, enfin pas assez en tout cas des violences faites aux hommes, pour montrer à quel point justement l'engagement dans la paternité est compliqué. C'est pour ça qu'on insistait tout à l'heure avec Natacha Regensberg sur cette fameuse consultation prénatale pour les hommes qui est extrêmement importante, parce qu'il y a souvent beaucoup de peurs qui sont verbalisées. Et d'autre part, je rappelle qu'on a souvent des problèmes de stérilité aussi chez les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, que ces problèmes de stérilité dans les couples, ce sont souvent les femmes qui viennent consulter leur gynécologue, on n'arrive pas à avoir des enfants, c'est de ma faute, entre guillemets, c'est souvent les mots qui sont posés. Mais quand on creuse, les problèmes de stérilité, ils sont dans 30% des cas chez les femmes, dans 30% des cas chez les hommes, et dans 30% des cas, c'est le fait des deux personnes dans le couple. Voilà, et que quand, dans les centres de procréation médicalement assistée, on posera la question aux personnes, avez-vous vécu des violences sexuelles dans votre vie, on changera beaucoup les statistiques de stérilité dans notre pays. Bonjour, Eva Stein, je fais partie de SVS Côte d'Azur, je suis bibliothécaire. J'avais une question au sujet des prédateurs sexuels, justement. Est-ce qu'une fois qu'un prédateur a été dûment identifié, éventuellement réprimé, jugé, est-ce que vous envisageriez éventuellement l'utilisation de cet agresseur dans vos protocoles de thérapeutique, après d'accompagnement, en tant que reconnaissant ses fautes et ses erreurs? Est-ce qu'ils peuvent être soignés et devenir en quelque sorte des ambassadeurs justement de la prévention? Et ça rejoint également une autre question, est-ce que vous avez des relais dans les prisons? Est-ce que dans les milieux carcérales, vous avez éventuellement des intervenants? Alors, je vais intervenir cet après-midi sur les auteurs et justement sur un protocole de soins qu'on déploie en prison. Je vais juste répondre sur le premier volet de votre question qui concerne le fait qu'on entend de plus en plus parler dans différents pays du fait que des auteurs qui ont été en soins après viennent échanger avec les personnes victimes. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui, même en France, sont à l'étude à l'heure actuelle. J'en reparlerai cet après-midi, mais moi, je ne suis pas du tout favorable à cette approche. Et je vous donnerai des explications tout à l'heure. Oui, c'est pour répondre à la question que vous posiez sur le désir, la question de la triade de Pierre. C'est moi qui ai rédigé la question sur l'histoire des parents. La question précise, c'était la peur d'être parent parce que pour avoir la crainte de devenir mauvais parent. Et donc, dans les statistiques d'AIVI, c'était à peu près 2/3. Alors, c'est pas la... Bon, je partage tout à fait cet avis, parce que ton avis, Violaine, parce que pendant 15 ans, je me suis occupée du dépistage des violences sexuelles dès la grossesse. J'avais même ouvert un centre en 1996 à Paris. Ça a duré 6 mois. Je n'ai pas eu les soutiens financiers pour continuer. Donc c'est extrêmement important et je regrette tout à fait que cet entretien
ait été supprimée pendant la grossesse. Voilà, merci Catherine. Catherine qui interviendra tout à l'heure dans l'après-midi. Et je remercie Catherine d'être avec nous parce que c'est vraiment une pionnière en France, en tout cas dans le corps médical, pour avoir porté la connaissance des violences sexuelles faites aux enfants. Madame ? Oui. Donc, Nathalie Dupin, je suis doctorante en sociologie et ma question est pour Francine Lavoie. Je voulais savoir, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Québec, ce qui avait été en fait déclencheur, éventuellement une personne, un événement pour une prise de conscience de ce problème-là, ou qu'est-ce qui a aidé en fait à mettre en place toutes ces belles choses, études, etc. que vous faites au Québec. Oui. C'est une belle question. Merci. Alors, c'est une belle question. Un événement déclencheur, je n'oserais pas en nommer. Je crois qu'il y a eu des personnes clés. Par exemple, la création des maisons d'hébergement pour femmes violentées, portée par le mouvement féministe à la suite des maisons d'hébergement en Grande-Bretagne, etc. Il n'y a pas d'originalité, mais c'est la constitution d'un lieu, d'un lieu d'accueil, d'une maison, avec une lecture féministe de la situation. Et ce sont ces femmes-là qui ont porté la majorité des débats au Québec. Sans parler de prime abord de la violence sexuelle. C'est quand même pris des années avant que ces regroupements abordent la violence sexuelle. Moi, ce serait le jalon principal. Maintenant, la volonté des enseignants de discuter du vécu des jeunes, de répondre aux questions des jeunes a été une autre situation clé. Mais je n'arrive pas à répondre plus facilement à votre question. Oui, excusez-moi. Au niveau éducation nationale, il y a quand même une loi. Enfin, en France, il y a quand même beaucoup de lois qui protègent les femmes violentées ou abusées ou les enfants. Sauf que c'est sur le terrain que ça se met pas en place. Donc les lois, oui, des enquêtes, oui, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un décret qui impose un temps horaire de la maternelle jusqu'à la terminale. Et c'est pas fait. Je suis pas persuadée que des décrets ou des lois fassent avancer les choses sur le terrain. Muguette. Vous avez raison. Vous avez raison. Il y a surtout, je pense, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais je pense qu'il y a une méconnaissance du fait que, il me semble que j'ai été enseignante, il me semble qu'à l'école, on ne peut pas demander à un enseignant, on peut lui demander de faire de l'éducation physiologique. Et en particulier, ce qui est recommandé aux enseignants, c'est de faire de l'éducation sexuelle pour que les jeunes n'attrapent pas le sida. C'est quand même pas comme ça qu'on va inciter les jeunes à faire enfin, c'est pas de la prévention, c'est ridicule. Alors, effectivement, les profs peuvent très bien expliquer comment on attrape le sida et dire à leurs élèves, écoutez, il faut vous protéger. Mais c'est pas ça qu'on leur demande. Et on ne peut pas demander à des enseignants qui sont en contact permanent avec leurs élèves de répondre à ces questions sur la sexualité des jeunes et sur l'amour. Puisque vous évoquiez tout à l'heure, et on le voit dans votre... que ce qui leur importe, c'est l'amour. Et quand je suis amoureux, qu'est-ce que c'est? Mais quand je ne suis pas amoureux, je ne fais pas de violence. Et tout ça, c'est pas un prof, c'est pas une infirmière, c'est pas une assistante sociale qui peut en parler à l'école. Tant que l'éducation nationale n'aura pas pris conscience qu'elle doit faire appel à des intervenants extérieurs qui ne reverront pas les élèves dans leur cadre scolaire, on n'aboutira à rien. Et donc, on n'a abouti à rien. On va aussi dire, Muguette, que vous faites des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Et pourtant, il y a une commission d'application des lois. Voilà. Et... Restez avec
avec nous, Muguette. Tout à fait différent. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il y a eu le vote de la loi Allure qui concerne, et en particulier dans cette loi Allure, on devait créer un fonds de garantie pour les propriétaires, pour les locataires, à la place des locataires qui ne paieraient pas leur loyer. Les décrets d'application ne seront jamais pris et donc cette loi qui a été votée ne sera jamais appliquée. Eh bien, c'est pareil dans certains secteurs sensibles. Alors, quand je dis sensible, ça peut être sensible financièrement, ça peut être sensible socialement, ça peut être sensible religieusement, ça peut être sensible pour des quantités de raisons. Eh bien, on s'arrange pour que la loi votée ne soit pas appliquée. Alors, attendez 2 petites secondes, parce il est 12h55. Je voudrais juste finir par rapport à la question qui a été posée, de vous montrer un peu l'aberration qu'il y a dans notre pays, puisque effectivement il y a une loi qui oblige normalement les établissements scolaires à faire 3 interventions par an pour chaque niveau de classe. Donc petite section, moyenne section, grande section, etc., sur la prévention de la violence. Et qu'il n'y a quasiment aucun établissement scolaire qui a mis en place cette loi, pour différentes raisons. Que quand nous sommes allés présenter au ministère de l'Éducation nationale le projet SVS, on nous a dit c'est absolument magnifique, mettez-le en place, demandez l'agrément. Quand on demande l'agrément et qu'on dit on vient du ministère et qu'on nous voit refuser l'agrément, voilà. Donc je remercie les établissements scolaires qui sont là aujourd'hui parce que ce sont les chefs d'établissement qui ont pris la décision de mettre en place le programme de prévention tel que nous l'avons déployé. Voilà. Alors, il nous reste le temps d'une question. Et je vous rappelle, attendez 2 secondes, je vous rappelle que de 16h30 à 18h, nous avons un grand temps de questions. Donc, gardez-les. Hein, c'est des temps de questions, d'échange. Il y aura nos législateurs aussi avec nous. Donc, si vous êtes frustrés parce que vous n'avez pas posé votre question là, je comprends, mais gardez-la pour tout à l'heure. Alors, une dernière. Oui, c'est pour rebondir donc sur justement ces dernières interventions. Vous êtes. Alors, justement, j'allais me présenter. Donc, je suis Véronique Séjanon, je suis responsable départementale du service social en faveur des élèves, donc éducation nationale. Et j'ai longtemps exercé comme assistante sociale scolaire, donc en région parisienne, dans le 95. Donc, pour rebondir par rapport aux actions, c'est vrai qu'on fait appel aux services sociaux ou infirmiers pour faire des actions. Moi-même, j'en ai fait, notamment sur un outil qui était fait par le Québec, Savoir dire non. Malheureusement, on est en capacité de faire ce genre de formation, enfin d'intervention, mais ça demande aussi une sensibilité personnelle et puis ça demande aussi une formation. Et quand on sait que quand on veut former les personnels, et moi j'ai une équipe de 20 personnes par exemple qui souhaiteraient se former pour être plus performants parce que sinon on est juste dans notre formation de base d'assistants sociaux, mais à l'éducation nationale malheureusement on n'a pas de moyens. Donc voilà aussi la difficulté alors qu'on pourrait le faire. Donc, alors Simone Sabatier qui est derrière vous prend toutes les inscriptions que vous voulez en tout cas pour 2 jours de formation sur le sujet des violences sexuelles. On accueillera vos équipes. Sauf que si c'est payant, on ne peut pas. On les accueillera gratuitement. On fait beaucoup de bénévolat et de gratuité comme vous avez compris ici. L'important c'est d'avancer. Très bien, voilà. Merci. Donc Simone, regardez, elle est là. Elle vous offre 10 places si vous voulez. On a la chance d'être accueillis par la direction régionale de la jeunesse et des sports. Aude, tu es toujours là ou tu es repartie? Merci Aude. Cette jeune femme est une des personnes grâce à qui le sujet avance. Voilà, c'est le monde du sport, beaucoup ici qui nous soutient, là où on attendrait du soutien du ministère de la Santé et autres ministères par exemple. Voilà, donc c'est la DRDJS qui va nous accueillir, 90 places pour 23-24 janvier, il y a de la place encore, n'hésitez pas. Bon, merci à tous et particulièrement à Francine Lavoie et Salomine Messiot d'avoir fait un si long voyage chacune pour nous rejoindre.